Et coucou, ce matin, c'est un jeu qui est déjà devant vous parce que c'est un tirage de cartes qui a été effectué lors de mon week-end en région parisienne. Je vous situe très rapidement et de façon tout de même confidentielle le contexte, hein, voire le contexte. Le contexte, disons que c'est un homme avec une famille constituée, quelqu'un mm, qui a environ 55 ans, qui paraît visiblement installé dans sa vie. Il n'empêche que je lui ai demandé de choisir 9 cartes. Et donc voici mon interprétation de ces 9 cartes. Comme vous le savez, je ne suis pas du tout Madame Irma et ça restera une interprétation de type analytique. Alors, en première carte, avoir un valet de bâton sur un homme qui est déjà, comment dire, normalement incarné au moins dans un roi, voire dans une lame majeure, c'était à la fois étonnant mais à la fois très intéressant. Alors là, le valet de bâton et ce qu'il indique de la recherche de la nouvelle direction à prendre. Notre valet de bâton, c'est un valet explorateur. Alors, quand il sort en première carte, et encore plus chez un homme d'âge mûr, hein. Ok, j'ai retourné une carte oracle de Nostradamus qui sera la 19. Elle va nous donner une petite indication pour ce jeu. Comme je connais mal encore cet oracle de Nostradamus, je vais m'en tenir honnêtement pour ce matin au livret de Pierluca Gigi, The Golden Nostradamus. Donc on est chez Lo Scarabeo en termes d'édition. Alors, le château. Je vous lis la petite phrase qui précède la courte interprétation possible. Le téméraire ose poursuivre le fol espoir, le tremblant vit dans la peur. Soyez téméraire, audacieux, et mettez-vous au défi avant d'affronter les autres. Méfiez-vous de l'excès de confiance et comprenez bien quelles sont vos véritables aspirations. Et bien pour tout vous dire, absolument tout ce jeu parle de ça. De définir ses aspirations, de grandir, de ne pas être, comment dire, représenté et incarné dans un valet de bâton. Donc je reprends, il est le valet explorateur et chez l'homme d'âge mûr, il, il peut signifier, il peut beaucoup signifier un stop et la nécessité de se renouveler dans une connexion, une prise de conscience à ce qu'il est, à ce qu'on est. Il est d'une certaine manière le questionnement sur son essentialité et sur l'incarnation. Alors la sienne, et comment on représente cette incarnation pour les personnes qui nous entourent. Après, sur le valet de bâton, on a quelque chose qui est aussi un peu lié à la colère. On est dans le feu et la trop grande chaleur. On est dans la jeunesse d'un valet qui est encore assez partagé entre les aspects yang et le yin. Alors, on a de l'ouverture, de l'instinct. Il est, ce valet explorateur, bien entendu, le médian et le messager. Alors, dans ce choix du valet de bâton, choix spontané du valet de bâton lors d'un tirage, on peut nous dire aussi qu'il y a un nouvel emploi possible, un renouvellement. Et emploi, je le dis au sens large évidemment, hein, il ne s'agit pas que de la sphère professionnelle, c'est aussi la possibilité d'un nouvel épanouissement. Quelque chose est en chemin, ou on doit se mettre en chemin, peut-être on doit se mettre en chemin de soi-même. On a une très belle élégance, hein, une légèreté chez le valet de bâton.
une recherche esthétique aussi, hein, dans la posture, dans le bâton, dans la manière dont on tient le pied très légèrement dégagé, dans une semi-ouverture, dans les couleurs, hein, le bleu et le rouge majoritairement. Je reviendrai, hein, sur les codes couleurs des tarots dans un autre contexte. Dans cette adolescence, il y a la recherche de son monde, et même de son mode d'être au monde. Il est animé par la curiosité, il n'est pas toujours totalement impliqué. On a chez le valet de bâton quelque chose de très adolescent, bien entendu, de l'ordre de la constance et de l'inconstance. Euh, on a un petit peu le questionnement de l'énergie et de la force, hein, comment tout cela est employé, et on est dans l'expression que j'aime beaucoup de l'idée à sa réalisation. Et voilà à quoi nous invite entre autres le valet de bâton. Alors, à sa suite, nous avons l'as de denier, le rond, le sphérique, hein, la terre, hein, mais en réalité, on va se dire sur ce jeu que c'est moins matériel que prévu. Peut-être qu'on va se tourner davantage sur une lecture anglo-saxonne des pentacles qui va nous pousser vers la maison, l'intériorité, les traditions. Alors, la maîtrise, la transformation de la matière, et j'insiste sur cet effet comme alchimique, hein, de la transformation. On est aussi dans la notion de récompense de notre travail, mais également notre récompense dans notre quotidien. Quel est le regard qu'on porte sur nous? Est-ce qu'on est suffisamment content de soi? Comment est-ce qu'on regarde? Quelle est notre relation au talent? Quelle est notre relation au confort? euh, alors après, dans quelque chose peut-être de l'ordre d'un petit peu trop de rond, un petit peu trop cyclique, un petit peu trop sphérique, hein, il nous faut faire attention aussi à garder cette possibilité échappatoire et créative de sortir du cercle. Alors avec l'As, on est dans le potentiel, et au 10, bien entendu, on est à l'accomplissement. Alors comment est-ce qu'on envisage de prendre le chemin de cet accomplissement, que ce soit sous la protection de l'anneau magique du roi d'Israël, Salomon, et ses liens au génie, les djinns et les animaux? euh, on nous invite aussi à nous tourner vers l'abondance. Alors pareil, hein, de son idée à sa réalisation. Je vous laisse regarder l'étymologie du mot talent pour ceux qui ne savent pas trop. Qu'est-ce qu'on fait avec ces talents? Comment on cultive ces talents? Et ma conclusion sur cette carte, ce sera comment est-ce qu'on passe du denier au pentacle? Comment est-ce qu'on appréhende la notion de transformation des biens matériels à des biens plus intellectuels, plus spirituels? Comment on se tourne vers, comment dire, le plus des deniers. Alors ça nous est également indiqué avec la force qui est juste à côté. Là aussi, on n'est pas totalement dans la force directe, la force que tout le monde comprend très bien, qui n'est jamais très loin d'une sorte d'abus de pouvoir ou de quelque chose du domaine d'une trop grande rapidité. Il nous faut voir un petit peu quel est le chemin, comment se positionne soi sur le chemin. Est-ce qu'on est en chemin vers soi? Et essayer de voir quelles sont les forces indirectes qu'on a en nous. Je rappelle cette pensée de Ueshiba, un maître d'aïkido. La véritable force est celle que nous exerçons à chaque instant sur nos pensées, nos sentiments, nos actions, je pense. Donc attention à la force qui serait un peu trop instinctive, mal pensée, trop rapide. Je ne peux qu'inviter dans ce jeu à réfléchir à la notion de force invisible, mais aussi à la force qu'on a en soi, et que on n'est pas toujours, on ne perçoit pas toujours soi-même. Mais voilà, dans ce jeu, on vous le confirme, vous avez cette force.
Nous passons au roi de denier, ce roi entrepreneur avec ses responsabilités, son abondance. Et là encore, comment est-ce qu'on transforme les deniers en pentacles, hein? On le voit, il a une main qui est posée sur les deniers, mais c'est un denier qui n'est pas loin de l'écu également, qui n'est pas loin de l'idée des talents. Et donc, c'est aussi le paternel. Mais alors, est-ce que c'est le paternel, le lien au paternel qu'on a eu ou celui qu'on a vécu et qu'on a exercé? Est-ce qu'on est fils de? Est-ce qu'on n'a pas oublié ça? Et est-ce qu'à la fois on est père de, qu'est-ce qu'il en est de ces relations, quelle est la fluidité avec ça, la conscience de ça. En tout cas, c'est un roi et c'est évidemment le personnage de cour le plus élevé. On nous invite à réfléchir à la relation et à l'éclat des talents. Alors il est confortable et je reviendrai à un autre moment sur les couleurs rouge, bleu, vert et la demi-chausse, hein, bleu et rouge de ce roi de denier. En tout cas, il est normalement le plus accompli, le plus assis des rois, c'est le roi du bonheur, hein. Mais là encore, j'en reviens à l'alchimie. Est-ce que tout se transforme en or? Est-ce que tout est or? Alors bien qu'il soit le roi de la croissance, dans la succession des cercles, on s'interroge aussi là sur les bonnes pratiques financières, pécuniaires. Quelle est notre complétude ou notre incomplétude? On peut s'interroger également sur la part manquante. Part manquante qui est parfaitement illustrée avec la carte suivante, la lune, c'est l'interrogation de nos peurs, de nos liens aussi, de ce qui est mouvant, de ce qui est incertain, de ce qui est peu maîtrisé ou que l'on estime difficilement maîtrisé. Je vous rappelle sur cette idée de plus ou moins lumière, lumière un peu opaque, lumière parfois aveuglante, lumière dont on a du mal à l'appeler lumière, sorte de reflet de la lune, blancheur. Je vous rappelle la citation de Jung, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité, la sienne donc, hein. C'est également, là encore, hein, par rapport à ce jeu et à notre premier valet de bâton, c'est aussi l'idée du chemin. Comment on se met en chemin? Quelle est la voie empruntée? C'est la carte du passage également, la lune, hein, d'une transformation, là encore, de la possibilité d'une hésitation entre ce qu'on considère comme le bien et ce qu'on considère comme le mal. Qu'est-ce que d'ailleurs les autres considèrent comme le bien et le mal? Ça reste des guides de compréhension un peu binaires, le bien et le mal, mais enfin, les tarots sont parfois aussi un peu binaire. Donc voilà, quelle est la voie à emprunter? On se souviendra également avec cette carte de la lune des liens avec le neuf et avec l'ermite. Comment est-ce qu'on quitte l'ermite? Quelles sont les étapes franchies? Et on se souviendra un des grands conseils des tarots. Bon, on le retrouve dans les philosophies bouddhistes également. On parlera du passage au travers. Donc peut-être garder comme aide cette idée de passer au travers de. Alors après, on est sur le 4 de coupe qui est, disons, c'est une carte qu'on appelle le passage du 4, alors que ce soit à cause des coupes hein, ou à cause du chiffre 4, du côté cube, du côté maison, du côté temps de réflexion, prise de conscience du 4, mais il y a aussi dans le 4 se cogner aux angles. On a une limitation dans ce cube et on a un mécontentement, une insatisfaction. Ce que nous dit également cette carte, après le manque d'une première carte un petit peu plus, comment dire, imposante, un peu plus en raccord, un peu plus en accord avec un homme d'environ 55 ans, relativement positionné dans la vie, relativement perçu comme solide, mais justement, est-ce que malgré cette perception, il n'y a pas un certain nombre d'interrogations et quelque chose de l'ordre de « suis-je à ma vraie place ?» Eh bien, ce que nous dit le 4 de coupe, qui est ici, pardon,
Euh, c'est aussi en filigrane l'empereur, hein, qui n'est pas dans le jeu. Donc du coup, interrogation sur le manque de l'empereur, comment on se reconnaît tout à fait, où on en est avec ce qu'on a souhaité incarner et quelle est la réalité, qu'est-ce qu'il en est de nos fragilités, comment, au vu des lames précédentes, on est incarné, comment on transforme, comment on est dans un passage et on fera un choix sur une autre partie de notre vie. Eh bien, c'est exactement à cela que renvoie ce jeu. Alors après, nous avons aussi le 5 de denier, c'est encore le cercle et possiblement la question de la perte. Quand on est avec un 5, on est aussi au milieu de quelque chose, on est dans ce qui oscille, on est, oui, dans quelque chose qui questionne sur la perte et sur où j'en suis, qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis bien orientée. En tout cas, il va falloir dépasser le manque et là, encore une fois, passer au travers. On a une problématique sur quel est le sens. Est-ce qu'on s'est par ailleurs déjà posé cette question du sens de notre vie? Et bien là, dans ce moment de transformation, le 5 de denier nous prévient de nous poser cette question. On est aussi dans des choses de l'ordre encore de la lumière, mais d'une lumière qui n'est pas une lumière franche, une lumière qui est plus indirecte pour avoir en tête d'autres représentations. Ma pratique fait cela, j'ai ces cartes-là en face de moi, mais j'en ai d'autres en tête, hein, sur le 5 de denier. Il y en a une avec des vitraux et une lumière très colorée, mais aussi très diffuse. Comment est perçue cette lumière? Le vitrail, l'église, c'est encore une autre lumière qui passe au travers, donc je ne sais pas si ça parlera... si ça vous parlera, cette lecture, mais toujours est-il qu'il me semblait important d'évoquer cette autre possibilité du 5 de denier, surtout qu'il vient, il est assez proche de la Lune, et de cette notion d'une lumière qui quelque part est un peu tronquée, qui n'est pas notre première idée, notre première projection de ce qu'est la lumière. Alors nous avons également le 7 d'épée. Ah oui, ce que je voulais vous dire avec le 5 de denier aussi, pardon, c'est que dans le 5 de denier, on s'appuie sur les autres. Alors est-ce qu'on s'appuie sur un système? Est-ce qu'on a un système de pensée qu'on a organisé et dans lequel il va falloir remettre, disons, sur lequel il faudra remettre un autre éclairage, modifier légèrement sa manière de regarder les choses, mais aussi de se regarder soi, hein. Qu'est-ce que c'est notre part d'introspection? Comment on est perçu, mais aussi comment nous perçoivent les autres. Enfin, voilà, entre la Lune et le 5 de denier, on a ça aussi, quelque chose de l'ordre de l'appui mal positionné. Alors, sur le 7 d'épée, c'est l'espoir du monde, hein, le 7. Donc, ça, on est sur une mineure, mais elle ne fait que nous inciter à regarder plus haut vers la carte du monde et d'avoir cette perspective en tête. Alors on a quelque chose dans le 7 d'épée qui est de l'ordre de la trahison, de la déception. Les épées, ça reste la gradation des intentions à la pensée, à l'action. Alors attention aux conséquences des actions. Ça interroge également le 7 sur la stratégie à mettre en place, mais également sur la fuite des responsabilités en croyant qu'on a bien fait. Il est possible que même en croyant qu'on ait bien fait, on ait une sorte de ressenti de l'ordre de la spoliation, de la déception. Et ce que le pendu nous donne en résolution, eh bien, c'est justement de changer ses appuis. Elle est là, la petite chouette, hein. De changer ses appuis. On l'a déjà dit, ça revient comme une sorte de...
nouveau signe. Là encore, on est sur la carte absente du monde. Donc on aurait quelqu'un qui est dans quelque chose de l'ordre d'un repli réflexif. Et dans la position choisie, hein, la jambe croisée du pendu, c'est toujours la même position que la carte inversée, celle du monde. Et on nous dit aussi, avec le pendu qui est très souvent, bon là il est représenté en blond, et cela signifie également cela, on est dans le halo lumineux du pendu. Très souvent il a davantage quelque chose d'éclairé autour de la tête dans la position inverse dans laquelle il est présenté. On nous parle, avec le pendu et cette sorte de halo lumineux, on nous parle aussi de la position du sacrifice et du sacré. Et je vous laisse voir l'origine et les dérivations du sacrifice et du sacré. Cela vous en dira sans doute davantage. On est aussi sur la pause nécessaire avec le pendu, et on avait une autre carte qui nous parlait de cela aussi dans ce jeu, de quelque chose auquel il faut faire attention, parce que sinon on va se retrouver bloqué. On a quelque chose qui nous dit attention, parce que là à un moment on n'arrivera plus à marcher correctement, et quelque chose en nous boite. Alors attention à cette idée du ressenti de la trahison. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une projection? En tout cas, il nous faut faire attention, disons, à notre démarche, à doser la force, à faire attention à la force qui serait aspectée par la colère. On nous demande de prendre son mal en patience, de trouver dans la position du pendu ce qui va être le plus intéressant en étant à l'envers du monde. Mais peut-être aussi que ça fait trop longtemps qu'on est à l'envers du monde. Donc attention à ça. On essaye de voir avec ce jeu également quelle a été sur cette vie, une vie déjà longue, entre guillemets, une vie où on sent beaucoup de réalisation. On nous interroge aussi sur quel est notre ancrage spirituel, hein. Donc au-delà des deniers, au-delà de passer un peu pour un petit page, on nous dit, est-ce qu'il y a une possibilité chez vous de davantage vous ancrer d'une part, mais à la fois de peut-être viser un peu plus haut que purement dans les deniers. Voilà, pour aujourd'hui je pense qu'on est bien. J'ai essayé de faire très court, et je vais quand même prendre une carte oracle de Yagal Didier pour conclure ce jeu, et comme pour l'oracle, ouh, on a sauté puis joliment. Pour la carte oracle qui a ouvert le jeu, je n'en positionnerai qu'une à côté de l'autre. Eh bien, c'est la fidélité. Donc, à vous de voir justement comment cette idée navigue en vous, l'idée de la fidélité. La fidélité, elle va de la vertu à l'aliénation. On est encore sur la thématique du cercle, à la fois de la famille, mais on vous invite aussi à voir un petit peu plus haut, peut-être dans des choses plus spirituelles. Interrogez-vous sur à quoi vous êtes fidèle. Est-ce que c'est à vous-même? Est-ce que c'est aux autres? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un enfermement dans cette fidélité? Ou est-ce que c'est une démarche ou une promesse qui sont intéressantes? Voilà, à vous de voir avec tout ça pour ce jeu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite, possiblement à mercredi. Au revoir.